Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées à des dissertations de philosophie à l'usage des classes de terminale et plus. Attention, ces vidéos ne sont pas faites pour être utilisées telles quelles, mais plutôt pour donner des idées, trouver ses propres exemples et aborder la vérité. Alors le sujet d'aujourd'hui concerne ce qu'on appelle la partie de la philosophie qui s'appelle la politique, mais aussi l'autre partie qui s'appelle l'éthique. Et il s'intitule ainsi « Faut-il opposer morale et politique ?» Alors dans cette introduction, je voudrais montrer à quel point ce sujet est d'actualité. Et il suffit de se pencher sur la politique telle qu'elle est pratiquée en Europe occidentale pour le constater. Par exemple, l'une des choses les plus caricaturales qu'on voit, c'est quand des hommes politiques sont dans l'opposition. Ils sont là et ils prennent des positions morales très fortes. Ils reprochent à ceux qui sont au gouvernement, par exemple, s'il s'agit d'aider des personnes dans un autre pays qui sont en danger de mort, de ne pas le faire immédiatement, de ne pas appliquer, par exemple, tout simplement les droits de l'homme, qui sont les valeurs occidentales et qui sont une valeur morale. Et puis, quand ces mêmes hommes politiques se retrouvent au pouvoir, donc à leur tour, eh bien, on les voit qui, tout d'un coup, en situation, vont intégrer d'autres critères et ne pas forcément foncer comme ça, tête baissée, pour des critères uniquement moraux, mais regarder aussi l'efficacité politique que ça aura. C'était parfois tellement caricatural qu'à un moment donné, on s'est mis à parler d'une morale de situation et d'une morale de posture. La morale de posture étant celle de ceux qui n'ont pas les mains dans le cambouis du pouvoir, et la morale de situation pouvant changer complètement quand les mains étaient dans le cambouis du pouvoir. Donc ce sujet est extrêmement d'actualité, il l'est à toute époque. Faut-il opposer morale et politique ? C'est un sujet, on le devine, qui est complexe, parce qu'il va intégrer énormément, je dirais, de critères. Et pour le faire, je crois qu'on pourrait utiliser dans ce sujet le plan thèse-antithèse, mais pas comme troisième partie la synthèse, parce que la vérité n'est pas, je dirais, l'union, la synthèse entre deux erreurs, mais simplement pour montrer ceux qui tiennent la position comme quoi la politique n'a rien à voir avec la morale. Par exemple, c'est le cas de Machiavel. L'antithèse, ceux qui tiennent l'inverse, à savoir que la politique est complètement dominée par la morale et que c'est la morale qui doit motiver les actes politiques. Et enfin, une recherche de la vérité dans une troisième partie. Alors, dans cette première partie, je voudrais voir, je dirais, une position extrémiste, si on peut dire, à savoir celle de ceux qui disent que la politique, c'est un domaine particulier qui doit entièrement être séparé du domaine de la morale. Le domaine de la morale, c'est le domaine des relations interpersonnelles. Donc on a une responsabilité par rapport à quelqu'un qui est sacré, une personne, et on ne peut pas faire n'importe quoi. Le but n'est pas une efficacité pure, mais d'abord le respect de sa propre liberté. La politique, au contraire, serait le domaine de la gestion du bien commun qui doit être efficace. Donc, une efficacité de l'ordre du facere, ça veut dire du faire. On vise une efficacité, on doit l'atteindre. Certes, globalement, cette efficacité est au service de la communauté, mais il ne se mêle pas ici de morale. Le but étant simplement de maintenir le bien commun, les intérêts de la communauté, de les maintenir efficacement. Machiavel a développé cette manière de voir la politique dans son livre, écrit à la Renaissance et qui s'appelle « Le Prince ». Ce qu'il développe dans son livre, qui d'ailleurs a été fortement appliqué par les hommes de son époque, eh bien c'est que l'efficacité de ce qu'on veut obtenir pour la communauté doit permettre tous les moyens possibles. Tous les moyens, y compris les ruses, parfois même le poison si c'est nécessaire, parce que, après tout, si un ennemi de la communauté peut vraiment mettre en danger l'intérêt grave, eh bien, il faut parfois être capable de l'éliminer par le poison. On pense souvent à Machiavel, mais en réalité, cette conception de la politique n'est pas nouvelle. Je dirais que tout au long de l'histoire, certains hommes politiques l'ont appliquée
avec, je dirais, d'une façon absolument impitoyable. Par exemple, si on regarde certaines considérations politiques de Mohammed dans le Coran, quand il se pose la question, les prisonniers de guerre, que doit-on en faire? Peut-on les tuer? Ou doit-on au contraire les libérer? Voire éventuellement les libérer contre rançon? Eh bien, sa position, c'est que tout est permis, mais qu'il doit être choisi la solution qui sera la plus utile pour le bien de l'islamisation. Donc selon lui, la fin justifie tous les moyens. La fin est politique, c'est l'établissement du royaume de Dieu, d'un royaume musulman sur terre, par la conquête militaire s'il le faut. Donc le bien commun, recherché avec son efficacité, permet tout. Est-ce qu'il permet tout sans exception? Non, tout de même. Quelques règles éthiques sont mises. Par exemple, à partir du moment où une communauté chrétienne ou juive, donc des gens du livre qui partagent un héritage commun, acceptent d'être en état de dimitude, c'est-à-dire de soumission, de payer un impôt, de ne pas faire des clochers qui sont élevés, d'avoir une attitude modeste, humble devant les musulmans, et bien dans ce cas-là, cet impôt étant payé, ils devront être protégés et respectés. Par contre, s'il s'agit de communautés païennes, eh bien, le Coran est beaucoup plus dur. En effet, il n'y a rien de commun entre les païens et, je dirais, la communauté sainte musulmane, donc le bien commun visé. Et donc, à la rigueur, ils n'ont pas de protection. On peut impunément faire n'importe quoi avec eux. Globalement, attention, ces principes-là théoriques ne seront pas appliqués toujours de la même façon. Il y a eu des périodes où véritablement ça a été appliqué texto, et d'autres périodes, au contraire, où des communautés païennes ont été protégées. Je pense par exemple en Mésopotamie aux Yézidis, qui ont survécu jusqu'à maintenant parce que justement, ils n'ont pas été massacrés à toutes les périodes. Plus récemment, on pourrait, je dirais, trouver d'autres exemples. Alors on pourrait prendre les exemples habituels, par exemple Adolf Hitler ou Staline, qui véritablement sont machiavéliques. Ça veut dire que leur finalité, le bien commun qu'ils estiment de leur communauté, donc pour Hitler c'est la pureté raciale germanique, pour Staline c'est l'établissement du communisme international, eh bien tout est permis, la ruse, le mensonge, l'attaque du prochain, etc. Mais il faut prendre des exemples du côté des Alliés parce qu'ils sont moins connus. Par exemple, Churchill, donc un héros de la Seconde Guerre mondiale. Sans lui, on peut dire que véritablement l'Europe occidentale aurait été entièrement conquise à un moment donné. Eh bien, Churchill applique le machiavélisme, tous les moyens en vue de sa fin, la victoire finale. Alors on le sait, d'abord, par exemple, et ça va lui être mis, je dirais, à son honneur, lorsque la flotte française est réunie à Mers el-Kébir en 1940, et qu'on ne sait pas trop si elle va rejoindre la collaboration avec l'Allemagne en suivant Pétain, ou si elle va rejoindre l'Angleterre. Eh bien, Churchill envoie la flotte anglaise, met un ultimatum, vous nous suivez ou on vous coule. L'amiral français va refuser de les suivre, la flotte va être coulée, 3000 morts. Ça, c'est l'efficacité, tous les moyens en vue de la fin. Seulement, curieusement, face au danger qu'est Hitler, ça lui sera mis à son crédit, parce que ça montre sa détermination, jamais il ne cédera au nazisme. Seulement, quand il pousse les choses plus loin dans la guerre, par exemple en 1945, quand l'Allemagne est à genoux, on peut le dire, que c'est quasiment la fin de la guerre, et qu'il envoie les bombardiers anglais sur Dresde, une ville ouverte où sont réfugiés, c'est un contrat tacite, les enfants, les familles des enfants allemands, eh bien, ce bombardement de Dresde fera plus de morts que Hiroshima et Nagasaki. C'est véritablement quelque chose de l'ordre du crime de guerre. Là, on peut dire que ça lui sera reproché et donc il n'en fera pas d'autres. Donc, on le voit bien par ces deux exemples, dans le système machiavélique, la fin justifie tous les moyens, la morale n'a rien à voir avec la politique et le but de la politique, c'est d'atteindre, je dirais, la protection du bien commun. Alors, à l'inverse, il existe une conception du rapport entre morale et politique qui dit que la politique ne peut être soumise qu'aux principes universels moraux, parce que la politique est au service de l'homme, et que l'homme, fondamentalement,
c'est d'abord dans les relations familiales, donc des relations interpersonnelles, éthiques, qu'il se construit. Et que donc, on ne saurait appliquer un moyen mauvais au point de vue moral au service de la politique. Cette théorie-là, eh bien, a été appliquée très concrètement plusieurs fois dans l'histoire. On peut penser par exemple dans l'histoire plus ancienne de la France à Louis XVI. Louis XVI, parmi tous les rois capétiens, c'est l'homme le plus droit, le plus moral qui puisse exister. Au début de la Révolution, il refuse de faire tirer sur le peuple parisien. Il le refuse parce qu'il ne veut pas que le sang français coule. C'est une position morale de principe, véritablement. C'est donc un homme juste qui n'a rien à voir avec Louis XIV, son aïeul, qui lui, bien au contraire, aimait la guerre, pratiquement parfois comme un jeu, mais aussi la gloire des constructions. Louis XVI, c'est autre chose. Eh bien, cela ne lui sera jamais mis au crédit. Il sera considéré par l'histoire comme un roi faible. Un roi qui s'intéresse d'abord davantage, je dirais, c'est ce qu'on racontait à mon époque en histoire, à ses hobbies, comme par exemple la serrurerie, qu'à la politique. Le malheur, c'est que sa position morale, très droite, et sa position aussi en matière religieuse, vont le conduire à laisser les plus, je dirais, extrémistes prendre le pouvoir. C'est bien une position morale très courageuse qu'il a. Qu'on se souvienne par exemple quand on veut le forcer à signer la constitution civile du clergé qui va contre sa conscience. Pour lui, le clergé, il est soumis à l'Église, donc à Dieu, et non pas à la République, ou je dirais à la royauté, puisque la République n'est pas encore établie. Eh bien, il refuse. Et cette chose-là, il sait, peut lui valoir sa propre vie et la protection de sa famille. Donc, il pousse très loin le principe de la morale selon ses convictions en conscience. Il sortira de cela, évidemment, du sang français qui coulera abondamment. On sait qu'un seul jour de la Révolution française fait autant de morts, paraît-il, que toute l'Inquisition durant les 1000 ans qu'elle a existé. Un seul jour de la terreur. Alors, par contre, si on compare à Napoléon, qui lui, à un moment donné, est général, donc de la République, et on lui demande de protéger la République qui est encore très fragile, eh bien, il regarde les émeutes qui arrivent de la part des royalistes, il fait poser 2 canons en enfilade, comme le ferait un officier très précis, et il fait tirer. Il tue quelques centaines de personnes, l'émeute est arrêtée, et la République est sauvée. Efficacité absolue de Napoléon en vue du but politique. Alors on pourrait dire, là on a un cas caricatural. Non, cette conception de la politique existe encore, et elle est même d'actualité. Je dirais même que en Europe occidentale, disons en 2010, par là, dans les années 2010, ce qui préside véritablement à la politique de l'Occident, ce sont des principes moraux autour des droits de l'homme. Et il y a une raison qui explique cela. C'est que l'Europe a été traumatisée par l'excès qu'elle a vécu, donc 70 ans plus tôt, avec les guerres mondiales, où là, tous les moyens sont utiles en vue de la politique et la morale est complètement bafouée. Donc, par réaction, l'Europe prend une position inverse, les droits de l'homme. Alors un exemple concret qui le manifeste. Quand à un moment donné un tyran en Libye, appelé Kadhafi, alors que son peuple se révolte contre lui. Chose absolument nouvelle, incroyable. Jusqu'ici, les chancelleries occidentales pensaient que son peuple le suivait, était fier de lui. Mais non, son peuple se met à se révolter contre lui à l'occasion des printemps arabes. Or, cet homme-là a commis beaucoup de crimes. Les Français, les Anglais, les Américains se souviennent de l'avion de Lockerbie. Il a fait sauter, donc du terrorisme des années 80, 90, etc. Face à cette révolte de son peuple, Kadhafi se répand en discours. Et tout d'un coup, à propos d'une ville, il dit « Votre sang coulera, on la livrera aux chiens, je vais vous massacrer, partout où vous serez ». Il emploie, je crois même, le terme « génocide », c'est-à-dire qu'il parle des femmes et des enfants. Évidemment, dès que le mot « génocide » paraît aux chancelleries occidentales, tout de suite, le sens moral se réveille. C'est le mot qu'il ne faut pas employer. Il y a eu d'ailleurs la même chose au Kosovo. Génocide, ça rappelle ce qu'a fait Hitler. Et donc aussitôt, les armées occidentales se lèvent et décident d'éliminer, en tout cas de mettre hors d'état de nuire ce tyran, uniquement par l'aviation, en aidant les insurgés. Kadhafi proteste en disant « Attention, ce sont des islamistes,
ils mettront le chaos. Mais rien n'arrête les choses. La morale avant tout, on a un tyran criminel. Il finit par être tué lors d'une émeute de son propre peuple, alors qu'il fuyait. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes les forces opposées qu'il tenait par sa violence unifiée se lèvent les unes contre les autres et la Libye devient un vaste chaos, avec l'armement qui se répand partout et des attaques envers d'autres pays africains. Si bien qu'on peut dire que la morale mise en avant, malgré les avertissements, provoque quelque chose qui est pire après coup qu'un seul tyran. Évidemment, c'est une leçon de réalisme. Ça voudrait dire qu'en fait, le rapport entre politique et morale est peut-être plus complexe qu'on ne le croit. En tout cas, les deux exemples, les deux séries que j'ai montrées par ces deux parties vont permettre, dans une troisième partie, de chercher la vérité. La philosophie réaliste, elle part donc du réel. Et puisque c'est un sujet de politique qui fait intervenir l'éthique, rien de tel que des cas, des histoires, comme j'en ai raconté dans les deux premières parties. Qu'est-ce que montrent ces histoires? Qu'en fait, en politique, il n'y a jamais de choses qui se passent universellement. Parce que tout simplement, l'être humain dans sa complexité y est engagé. Et donc, évidemment, l'être humain a une morale, c'est important. Mais l'être humain est aussi dans une communauté. Et il doit protéger, je dirais, les familles, son propre pays, contre des attaques extérieures. Or, il se passe, selon les circonstances, des choses tout à fait différentes. Dès qu'un homme politique, en situation généralement de non-pouvoir, commence à établir autour de règles absolues et définitives, écrites dans le marbre, ce qu'on appellerait des règles universelles de morale, il prétend qu'à partir de ces règles universelles de morale, ou bien de politique, tout est dit. Et donc il critique avec mépris celui qui est au pouvoir. Dès qu'il agit comme cela, on peut se dire, c'est un homme qui parle bien, mais il n'a pas de main. Donc c'est très facile de parler quand on n'a jamais à agir et qu'on n'en paiera pas les conséquences. Dans la réalité, pour l'homme qui est au pouvoir, qui lui va gérer la politique, eh bien je dirais que tout doit lui servir pour son jugement porté par son intelligence. Et cette intelligence, eh bien je dirais qu'elle est mue par une vertu que Aristote appelait la prudence politique. Alors il reste à déterminer ce qui va influencer cette prudence politique. Eh bien je dirais beaucoup de critères. Premièrement, est-ce que les principes moraux, donc le fait qu'il a affaire à des personnes humaines, est-ce qu'ils doivent intervenir? Je dirais bien sûr, c'est un être humain qui agit, et donc il doit savoir qu'il gère en politique des êtres humains, qu'il pourra y avoir des morts, des familles détruites. Ça doit être présent à son esprit. Si ce n'est pas présent, alors il se met à gérer les êtres humains comme des fourmis. Un peu que ce que fit Staline. Staline avait un principe politique général, je vais imposer le bonheur au monde par le communisme, et l'être humain qui résiste n'est qu'une fourmi qu'on élimine, et on gardera les fourmis qui veulent bien accepter mon système génial. Ça ne va pas. Il faut une morale de la personne humaine, c'est évident. Seulement, attention, ça ne suffit pas. La morale, elle gère les relations entre les personnes. La politique, elle aborde aussi un bien commun, comme je le disais. Ça veut dire des choses qui permettent aux gens de vivre, et parfois de vivre bien. Parmi ces choses, il y a aussi des intérêts matériels, comme par exemple le fait de pouvoir commercer avec d'autres pays, librement, donc de s'enrichir. Ça paraît sale, mais ça fait partie de l'être humain. Il ne faut pas le nier. L'être humain, partout, il a besoin de manger, de s'enrichir pour bien vivre. Eh bien, ces aspects-là doivent être hiérarchisés par la morale et par la politique. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est évidemment la vie, la survie même des gens, mais ensuite leur liberté, leur capacité de poser des actes moraux, libres et personnels, de se marier par exemple. Et puis au service de cela, il y a des moyens, comme la protection de l'État, comme les richesses accumulées, etc. Il y a donc en politique effectivement une recherche d'efficacité. Et cette efficacité est au service de l'homme, donc la morale est au-dessus. Mais attention, l'efficacité a sa propre gestion. Eh bien je dirais que c'est dans l'harmonie intelligente entre ces diverses choses, sans compter les circonstances
les circonstances sont importantes, que, je dirais, une politique va pouvoir être établie. Et il n'y aura jamais d'infaillibilité, parce que, je dirais, tellement de critères sont en jeu, l'efficacité n'est pas garantie, que telle action qui à tel moment réussira, à tel autre moment ne réussira pas. Telle action qui à tel moment sera morale, à tel autre moment ne le sera pas. Je voudrais l'exprimer par un exemple. Rien ne vaut des exemples, évidemment, pour comprendre ce rapport entre morale et politique. Le fameux exemple de la décision du président Truman en 1945 par rapport au Japon. Que faire? Que faire par rapport au Japon qui ne se rend pas? Alors je rappelle d'abord les circonstances. L'Amérique est attaquée. L'Amérique est attaquée, la première, par une ruse, c'est à Pearl Harbor. Il est vrai que l'Amérique avait voulu défendre des pays qui étaient attaqués par le Japon en menant un blocus contre le Japon, un blocus pétrolier. Donc le Japon défend ses intérêts en attaquant par surprise, et l'Amérique, qui est dans une posture plus morale, l'autonomie des peuples qu'il veut imposer au Japon, le respect des autres nations, eh bien l'Amérique est en posture de victime, on peut le dire. Dans les combats concrets, eh bien l'Amérique va découvrir que le Japon, c'est l'héroïsme et de ne jamais se rendre qui fait qu'il est certain de gagner. Le Japon d'ailleurs méprise les soldats américains qui, lorsqu'ils n'ont plus de balles, se rendent à l'ennemi. Pour eux, c'est un déshonneur total, donc ils les traitent comme des chiens. Beaucoup de prisonniers seront décapités. D'autre part, cet esprit, je dirais, du Japon, qui fait qu'on ne se rend jamais à cause de l'honneur, eh bien montre, par exemple à Iwo Jima, une île conquise dans les années à fin 44 ou début 45, que les gens préfèrent se suicider plutôt que de se rendre aux Américains. On leur a sans doute expliqué que les Américains sont des bêtes sauvages. En fait, il est évident que la propagande japonaise, puisque le Japon se comporte comme des bêtes sauvages, applique à ses ennemis la description qu'ils devraient s'appliquer à eux-mêmes. En réalité, les Américains sont plutôt des gens, je dirais, qui appliquent les droits de l'homme. Une fois qu'on est prisonnier, on est prisonnier, et les civils ne sont pas massacrés. Arrive ensuite la dernière phase de la guerre. Il faut attaquer la terre natale, le sol du Japon. Et donc, voilà dans quelle situation se trouve le président Truman. Que faire? Plusieurs possibilités. On peut faire des débarquements comme à Iwo Jima, et c'est vrai que, en voyant la défense absolue, acharnée, qu'opposent les Japonais, on peut estimer qu'il y aura peut-être 1 million de GIs tués, sans compter du côté japonais, parce qu'ils ne se rendront pas. Il pourrait y avoir vraiment plusieurs millions de morts. Deuxième possibilité, faire un blocus naval. Ça veut dire, le Japon n'ayant pas de ressources, on bloque toute arrivée et le Japon est soumis à la famine. Évidemment, le problème de cela, c'est que des milliers, des millions d'enfants périront. Et on sait que déjà la famine existait au Japon. Le Japon ne pouvait pas survivre comme cela. Mais, au bout d'un certain temps, soumis à une disette absolue, le Japon se serait probablement rendu. Troisième solution, un choc psychologique terrible, la bombe atomique. La bombe atomique qui est le soleil levant, l'emblème même du Japon. Donc une bombe atomique sur une ville, et puis éventuellement une deuxième, afin de montrer au Japon la puissance américaine, en bluffant, parce que l'Amérique n'en a que 2, n'en a pas 3. Que faire? Eh bien, je me mets à la position de Truman. Truman, qui est un chrétien aussi, qui est un homme moral, donc qui défend les droits de l'homme. Que faire? On est confronté dans les 3 cas à des choses qui vont aboutir à des crimes de guerre. La guerre n'est pas bien, la guerre est un mal en soi, mais il faut la faire jusqu'au bout. Eh bien, il faut choisir la méthode qui fera le moins de morts, le moindre mal. Donc, il faut choisir un mal. Quelle que soit la solution appliquée, de toute façon, il y aura des morts. Truman estime que la meilleure solution, c'est d'utiliser la bombe atomique. Et il l'utilise une première fois, et le Japon ne répond pas. Pourtant, il y a possibilité de se rendre maintenant. Donc il l'a fait utiliser une deuxième fois sur Nagasaki. Est-ce que cette bombe est plus terrible que les bombardements classiques qu'il faisait sur les villes, par exemple avec des explosifs ou des inflammables, puisque les villes étaient souvent en bois, etc. Non, le nombre de morts est moins grand, sans doute, avec la bombe atomique, mais le choc psychologique reste jusqu'à maintenant. Une seule bombe, ça change tout. Donc on peut dire que les dégâts sont psychologiques. Et en fait, si on regarde le nombre objectif de morts,
Il y en a moins que pour les autres solutions préconisées. Donc ça va être efficace, mais l'humanité va s'en trouver psychologiquement à jamais traumatisée. C'est-à-dire que l'humanité peut se détruire maintenant, sans compter que la bombe atomique d'Hiroshima n'est rien par rapport aux bombes à hydrogène qui ont été inventées un peu plus tard, et qui sont quelquefois 300 ou 500 fois plus puissantes. Dans cette décision de Truman, il y a donc l'aspect moral, il y a, je dirais, la décision de faire un crime contre l'humanité, puisque frapper une ville, c'est frapper aussi les enfants. Un crime de guerre. Et il le choisit comme moindre mal. Personne actuellement ne peut débattre, ne peut conclure en sachant ce qu'il aurait fait à sa place. Personne. Parce que le problème est extrêmement complexe. Eh bien, on a là typiquement un exemple qui montre le rapport entre politique, morale, mais même religion. C'est un rapport complexe parce que, en politique, finalement, on ne cherche pas le bien que donnerait la morale. Parce que ce n'est pas possible, en l'occurrence dans les circonstances d'une guerre. Mais on cherche, puisqu'on a une morale, le moindre mal. Le moindre mal, ce n'est pas le bien. Et donc il faut l'affirmer. La bombe d'Hiroshima et de Nagasaki, c'est un mal, mais peut-être que finalement, c'était le moindre mal dans les circonstances. Est-ce que la morale aurait pu faire quelque chose de différent? Oui, bien sûr. Il y aurait pu y avoir, par exemple, une bombe atomique, je dirais, du côté de l'ouest de Pékin, avec des tracts quelques jours avant qui disent « Regardez à telle heure, vous verrez notre puissance ». Et donc dans la nature, qui ne vise pas une ville. Et puis éventuellement, si le Japon ne se rendait pas, une deuxième bombe atomique, cette fois sur un centre industriel particulier. Il est fort probable que ce choc psychologique aurait été tout aussi efficace. Je dirais que le propre de l'homme politique face à de telles décisions, c'est qu'il gardera toute sa vie dans sa conscience le mal qu'il a fait, qui était, selon sa conscience, normalement le moindre mal. Eh bien, dans toutes les décisions politiques, c'est pareil. On ne peut choisir, en vue du bien commun, que le moindre mal, parce que si on choisit une décision quelconque, elle favorisera peut-être un petit groupe, mais forcément un autre groupe sera défavorisé. Le bien commun, c'est quelque chose de commun, et donc certains font des efforts. La meilleure solution étant évidemment que l'effort soit justement réparti. Donc que les principes moraux soient là, distincts, mais je dirais éclairant l'action politique. Pas, je dirais, pas la déterminant, comme ce fut le cas pour Louis XVI. Pas non plus absent complètement, comme le pensait Machiavel, mais un lien vivant, d'éclairage mutuel. C'est cette distinction souple entre séparation de morale et de religion, et distinction mais union, qu'elles marchent ensemble comme deux affectionnés, portés par l'intelligence humaine dans sa souplesse, la prudence. C'est cette distinction qui fait, je crois, l'action humaine efficace, l'action humaine morale. On pourrait d'ailleurs établir cette même souplesse, cette même intelligence, cette harmonie, si on parlait, pour élargir le sujet, du rapport entre religion, morale et politique. La religion doit-elle être totalement séparée du regard moral sur le prochain et d'autre part de l'action politique? Une séparation totale est impossible. Par exemple, lorsqu'on est athée, qu'on croit en rien après la mort, eh bien c'est une forme de religion, et elle influence nos choix moraux et nos choix politiques. En effet, s'il n'y a rien après la mort, quelle est la meilleure morale si ce n'est de cueillir la fleur de la jeunesse tant qu'elle est là, et puis lorsqu'arrive la maladie, d'éteindre sa vie tranquillement. Mais s'il y a quelque chose après la mort, le jugement sera différent. Pour les bouddhistes, par exemple, pour les hindouistes, il s'agit de préparer sa future réincarnation. Donc on voit que ça influence leur conception de la morale et leur conception de la politique. Eh bien, je crois que c'est la même souplesse, d'influence, mais de distinction, pas de séparation, qui fait, je dirais, un être humain prudent.